Alors bonjour à tous, on est parti pour une série d'extraits de conférences, il y en a 14, tirés de l'œuvre d'Antoine Béchamp, Microzima. On va démarrer donc avec des extraits des premières et deuxièmes conférences. Appendice. Depuis 1860, à la faculté de médecine de Montpellier, tous les ans, au début du cours de chimie médicale, le préparateur inscrivait sur le tableau l'énoncé des principes fondamentaux de mon enseignement. Je reproduis ici ce tableau afin de prouver que dès cette époque, mes idées étaient fixées. Il n'y a qu'une chimie. La matière n'est douée que d'activités chimiques et physiques. Il n'y a pas de matière organique par essence. Toute matière est minérale. Ce que l'on appelle matière organique n'est que de la matière minérale dont le carbone fait nécessairement partie constituante. La matière organique chimiquement définie est profondément distincte de la matière organisée. Le chimiste peut par synthèse former de la matière organique. Il est impuissant pour l'organiser. Il ne peut créer une cellule. La faculté d'organiser la matière réside primordialement dans des organismes vivants préexistants. Dans les êtres organisés, les divers appareils de l'organisme sont le lieu où s'accomplissent les mutations de la matière organique, organisée ou non, et ces mutations se font selon les lois ordinaires de la chimie. Les végétaux sont, au point de vue chimique, essentiellement des appareils de synthèse, les animaux des appareils d'analyse. Donc, première conférence, introduction. La question que nous allons traiter, l'histoire de ce qu'il y a de fondamental dans l'organisation vivante, c'est celle des microzymas. Et vous l'avez compris, il ne s'agira de rien moins que du renouvellement des bases de la physiologie, de l'histogénie et de la pathologie. Rien n'est plus vrai. L'étude des microzymas touche à deux grands problèmes dont la solution importe également aux physiologistes et aux médecins. D'une part, à l'origine et à la constitution histologique des êtres vivants, de l'autre, à la recherche de la cause de l'activité chimique, physiologique ou morbide qui se manifeste en eux pendant la vie et à celle de leur totale destruction après la mort. Ces phénomènes, nous le verrons, n'ont d'explication rationnelle que dans les propriétés expérimentalement constatées des microzymas, atomes vivants que l'on retrouve à l'origine des êtres vivants et après leur totale destruction. Les systèmes anciens livrent la génération des êtres vivants au hasard des forces cosmiques. La génération spontanée. Si quelqu'un venait à vous dire aujourd'hui que une souris, une grenouille, une mouche ou tel autre insecte sont nés tout à coup, sans parents, de la terre humide réchauffée au soleil, d'un tas de chiffons, d'un morceau de chair en putréfaction, nous ririons au nez de l'étrange observateur. Cependant, au moment où je parle, il existe certainement des savants très autorisés qui affirment, non pas ces choses dans ces termes, mais que certains organismes inférieurs, monaires et infusoires, peuvent naître sans antécédents et que par évolution, si ce n'est aujourd'hui, du moins dans des temps anciens, ces monaires ont successivement produit tout ce qui vit dans ce globe. C'est ce mode de génération sans ancêtre que l'on nomme génération spontanée ou équivoque, la spontéparité, l'hétérogénie. Vous avez les références en bas des diapositives. Expérience et méthode de Pasteur. L'objectif est de prouver qu'en l'absence de germes de l'air, il ne peut naître aucun organisme. M. Pasteur a construit des appareils très compliqués mais aussi très simples. À quel résultat est-il parvenu? Toutes les fois qu'il s'est servi d'infusions filtrées, bien limpides, dans lesquelles le microscope ne faisait découvrir aucune parcelle de la matière qui avait servi à les préparer, il n'a rien vu apparaître d'organisé, ni infusoire, animalcule ou autre, ni moisissure. À cet égard, il n'a fait que confirmer les expériences de Schwann, Helmholtz, Schroeder et Dusk. Il a échoué, notamment quand il a opéré sur le lait toutes les fois où il s'est borné à le chauffer à 100 degrés quelques minutes seulement. Il n'a pas été plus heureux dans ses études sur la viande. Le lait s'est caillé, des bactéries y ont apparu, la viande s'est gâtée. Il a pu écraser ses contradicteurs, il n'a pu les convaincre, car il n'a pas pu démontrer pourquoi, dans les expériences anciennes comme dans les siennes, le lait, le sang, la viande se corrompent,
malgré l'absence des germes de l'air. Certes, messieurs, la difficulté n'est pas de supposer. La difficulté est de démêler le vrai du faux, de découvrir le réel. En fait, par tous ces raisonnements, on voulait expliquer des choses naturellement obscures par des détails imaginaires. C'était ajouter des ténèbres à l'obscurité, sans la rendre moins sombre. Lavoisier a décrit admirablement cet état d'esprit qui porte tant de savants aujourd'hui comme autrefois à raisonner sur des hypothèses comme si elles étaient des vérités démontrées. Alors je vais vous relire une deuxième fois, donc Conseils et méthodes de Lavoisier. On sait que ce monsieur a été raccourci pour ses idées. Donc, citation de monsieur Lavoisier. Dans la pratique des sciences, l'imagination qui tente à nous porter continuellement au-delà du vrai, l'amour-propre et la confiance en nous-mêmes, qu'il sait si bien nous inspirer, nous sollicite à tirer des conséquences qui ne dérivent pas des faits. Il n'est donc pas étonnant que dans les sciences physiques en général, on ait souvent supposé, au lieu de conclure, que les suppositions transmises d'âge en âge soient devenues de plus en plus imposantes par le poids des autorités qu'elles ont acquises et qu'elles aient enfin été adoptées et regardées comme des vérités fondamentales, même par de très bons esprits. La méthode qui découle de ces préceptes consiste à ne pas se payer de mots, à ne pas faire d'hypothèses gratuites, à ne procéder jamais que du connu à l'inconnu, à prendre sans cesse l'expérience pour guide, à s'en servir sans cesse pour contrôler les vues de l'esprit, à longtemps considérer les mêmes objets pour les voir sous toutes leurs faces, à envisager le même fait de tous les côtés, de tous les points de vue, avant de conclure. Deuxième conférence. C'est en poursuivant la solution d'un problème de chimie pure que, pour la première fois, j'ai aperçu les microzymas, que j'ai été mis sur la voie des recherches que je vais vous communiquer et qui vous feront comprendre comment, dans les sciences, il y a souvent des contacts si intimes qu'une question de chimie peut se transformer en un sujet de haute physiologie. Interversion du sucre de canne. Vous savez que le sucre de canne en solution aqueuse, sous l'influence des acides puissants employés en petite quantité, lentement à froid, presque instantanément à l'ébullition, s'intervertit, c'est-à-dire que la solution de dextrogir, qu'elle était à 15 degrés, devient lévogir à la même température. Avant l'interversion, elle ne réduisait pas le réactif cupropotassique, elle le réduit après, parce que le sucre de canne, en fixant l'eau par une réaction chimique profonde, a été transformé en 2 glucoses, de pouvoirs rotatoires inégaux et de sens contraires, qui composent le sucre interverti. C'était en 1855 une grande nouveauté que cette simple question. Les moisissures sont-elles douées d'activité chimique ? En succéda aussitôt une autre que voici. Quelle est l'origine des moisissures qui apparaissent dans l'eau sucrée ? C'est conformément à ces préoccupations que je me suis proposé d'instituer des expériences destinées surtout à démontrer la proposition suivante. L'eau froide ne modifie le sucre de canne qu'autant que des moisissures peuvent se développer dans la solution, ces végétations élémentaires agissant ensuite comme des ferments. Et après des tentatives plus ou moins heureuses, le 25 juin 1856, j'ai commencé à Strasbourg des observations qui ont été continuées à Montpellier jusqu'au 5 décembre 1857. Voyez le tableau 3, page 52, un résumé des expériences qui intéressent mon sujet. Nous y voyons que, à la manière du chlorure de zinc et du chlorure de calcium, l'addition de certains sels empêche l'interversion du sucre de canne, de même que celle d'une très petite quantité de créosote, en fait acide phénique, ou de bichlorure de mercure. Il n'en a pas été ainsi de l'acide arsénieux, ni de certains sels sous l'influence desquels l'interversion a eu lieu, avec ou sans production de moisissures. L'influence des sels a semblé favoriser la naissance des moisissures, qu'ils fussent neutres comme l'oxalate et le nitrate de potasse, à réaction alcaline comme le phosphate de soude, ou à réaction acide comme le sulfate d'alumine. Mais le rôle joué par la créosote, substance douée d'une si faible activité chimique et connue comme agent antiseptique, est extrêmement remarquable. Elle a empêché à la fois l'interversion et la naissance des moisissures. Il était nécessaire de bien déterminer qu'il y avait eu là rien capable de tarir la fécondité de la cause productrice des organismes microscopiques, infusoires et autres. Le 27 mars 1857,
j'instituai une autre série d'essais. Description des expériences sur 8 mois, page 53-55. Il importe de rappeler que le mémoire dans lequel j'ai consigné ces recherches a été adressé à l'Académie des sciences à la fin de 1857 et inséré, par extrait, au compte-rendu des séances le 4 janvier 1858. Le mémoire complet a paru 8 mois plus tard. Ces dates ont une grande importance au point de vue de mes démêlés avec M. Pasteur. Par son titre, ce mémoire est un travail de chimie pure. Mais bientôt la question, comme je l'ai fait pressentir, s'est compliquée. Elle est devenue en même temps physiologique et dépendante des phénomènes de fermentation et de génération spontanée. Et les expériences que je viens de résumer, je les ai données comme étant contraires à la doctrine des générations spontanées. J'ajoute qu'elle constituait la première tentative sérieuse pour fonder la théorie physiologique de la fermentation, sur quoi nous insisterons longuement, car c'est par là que ces études ont des applications bien plus physiologiques et médicales que chimiques. C'est en démontrant que les moisissures sont douées d'activité chimique, qu'elles se nourrissent, c'est-à-dire assimilent et désassimilent, que nous pourrons plus tard nous faire une idée nette des phénomènes chimiques absolument semblables qui sont accomplis par les êtres organisés les plus élevés en organisation. Poursuit des expériences durant 6 ans jusqu'à fin d'interversion du sucre, pages 59 à 69. Il est donc démontré que l'interversion est fonction non pas de la moisissure en tant qu'être organisé, mais d'un produit qu'elle engendre dans son tissu, absolument comme dans l'estomac. La fonction digestive est non pas une action de l'organisme directement, mais celle d'un produit appelé suc gastrique, et dans ce suc, le résultat de l'activité de la pepsine, une substance plus ou moins analogue à la diastase. Tel est le fait capital qui découle de cette étude. Démonstration de la distinction entre ferments solubles, on dirait enzymes maintenant, et ferments organisés, pages 70 à 72. Tout cela prouve que la cause de l'interversion du sucre est préformée dans la moisissure et dans la levure, et comme la matière active isolée agit sans la présence d'un acide, c'est après avoir établi ces faits que j'ai donné un nom à cette matière active, je l'appelle zymase. Nous verrons par la suite comment ce mot de zymase, destiné d'abord à désigner la matière active de la levure et des moisissures, est devenu un terme générique. Je désigne aujourd'hui la zymase de la levure et des moisissures par zytosymase. Il va sans dire que la zytosymase, comme la diastase, perd toute son activité par l'ébullition. Vous comprenez maintenant pourquoi les moisissures et la levure perdent leur pouvoir intervertissant par la chaleur. Et il faut bien que j'en fasse la remarque, ces choses étaient si peu connues, on connaissait si peu la relation qui lie les ferments solubles ou zymases aux organismes qui les produisent, la zytosymase à la levure par exemple, que M. Pasteur, 3 ans après la publication de mon mémoire de 1857, ne croyait pas à l'action intervertissante de la levure. Il faut savoir qu'en 1856, malgré les démonstrations de Gagnard-Latour et les insistances de Turpin, on ne croyait pas que la levure fût organisée et la fermentation un acte physiologique. Étude de moisissure née de divers milieux, pages 77 à 79. L'eau sucrée ne réunit évidemment pas la somme des matériaux divers qui peuvent constituer une matière organisée végétale ou animale. Le sucre est une substance soluble qui, d'elle-même, se conserve indéfiniment, même dans l'eau et dans l'air, à l'état soluble, sans changer de nature ni de composition. Or, solubilité et organisation sont des termes contradictoires. Tout organisme, quel qu'il soit, est doué de 2 propriétés fondamentales, sans lesquelles il ne peut y avoir organisation, l'insolubilité et la non-volatilité. Et cela est vrai non seulement de l'être complet, mais des éléments anatomiques de ses tissus. Il n'y a pas d'exception. Tout ce qui vit est organisé, et tout ce qui est organisé est insoluble. Conditions physiques et chimiques du développement et la vie des moisissures, pages 90 à 95. Cas d'interversion sans apparition de moisissure. Il y avait quelquefois telle de mes solutions sucrées où le sucre se transformait sans que je visse apparaître de moisissure proprement dite. J'étais fort surpris, mais ne pouvant pas admettre qu'il puisse y avoir transformation chimique sans cause provocatrice, je donnai mon attention au très léger dépôt, le plus souvent blanc, qui se trouvait au fond des flacons, où l'interversion s'opérait sans cause apparente. Or, en examinant ce dépôt, souvent insignifiant, à un grossissement suffisant,
Je reconnus que c'étaient de petits corps dont je vous ai parlé tout à l'heure, plus petits que tout ce que j'avais vu jusque-là. Recueillant autant que je le pouvais de ces petits corps, je constatai qu'ils étaient azotés et qu'ils pouvaient, étant isolés et remis dans l'eau sucrée, l'intervertir et agir comme ferment. C'est ainsi que je les ai englobés dans l'appellation générale de moisissures, ne sachant où les classer. C'est à la recherche de leur nature, de leur origine et de leurs propriétés que j'ai consacré plus de 20 ans de ma vie. Je vous l'ai déjà dit, ces petits corps étaient des microzymas. Nous verrons comment j'en suis venu à leur donner ce nom et à les rapprocher de ce que les histologiques nommaient granulation moléculaire, granulation amorphe, etc. C'est grâce à la connaissance de leurs propriétés que je suis parvenu à donner l'explication de phénomènes que Schwann, Schroeder et Dusk, et plus tard M. Pasteur, ont laissé inexpliqués. Mais pour cela, il a été nécessaire de créer une méthode différente de celle de Spallanzani, plus ou moins modifiée, et dont on ne puisse pas dire que son application tue la faculté génésique, la force productrice des matières infusées. La nouvelle méthode anti-hétérogéniste découle naturellement de ce que je viens d'exposer devant vous, conformément au mémoire de 1857. Les expériences de ce mémoire étaient publiées depuis plus d'1 an, lorsque M. Pouchet souleva de nouveau le problème des générations spontanées. Lorsque le débat fut engagé, j'ai recherché si la méthode qui réussissait si bien avec l'eau sucrée pure ou additionnée de sels divers ne serait pas applicable dans tous les cas. Tel est l'objet des expériences qu'il me reste à vous faire connaître. Voici la suite de quelques-unes des expériences que j'ai successivement tentées. Puisqu'il s'agit d'empêcher les germes de l'air d'intervenir, il va sans dire. Expérience à l'abri des germes de l'air comparée selon la nouvelle méthode utilisant la créosote, l'acide phénique, page 97 à 110. Et en finissant, laissez-moi faire une remarque qui s'applique à toutes les expériences de cette conférence, comme à celle de M. Pasteur, c'est qu'elles ont été faites en ce qui concerne la génération spontanée, sur des solutions ou des infusions soigneusement filtrées. Je ne vous ai parlé ni de l'urine, ni du sang, ni du lait, ni de la viande. C'est que la méthode par la créosote ou l'acide phénique, employée à dose non coagulante, n'a pas empêché l'urine de s'altérer, le lait de se cailler, la viande de se putréfier ou du moins de subir une certaine altération. C'est que dans ces différents cas, il y a d'autres phénomènes à interpréter. Nous nous en occuperons dès la prochaine conférence après avoir recherché quelle est la vraie nature de ce que l'on appelle les germes de l'air et parmi ces germes, de quelque chose que personne n'a encore considéré. Fin de la 2e conférence. Si vous avez tenu jusque-là, bravo.